Le matin du 7 juin 1944 se leva sous un ciel bas et plombé au-dessus du bocage normand. Une pluie fine et persistante s'abattait sur les terres anciennes, transformant les chemins étroits en longues traînées de boue glissantes. Quelque part dans cet enchevêtrement de haies, de murs de pierre et de végétation dense, des dizaines de milliers de soldats allemands se réorganisaient après les premiers débarquements, préparant des contre-attaques que nombre de stratèges jugeaient capables de rejeter les forces alliées à la mer. Les parachutistes américains dispersés dans la campagne à l'aube avaient en Norse toutes les raisons de se sentir isolés, dépassés en nombre et en puissance de feu. Ce qu'aucun soldat, d'un camp comme de l'autre, n'aurait pu imaginer, c'est que le sort de milliers d'hommes allait bientôt dépendre non pas de chars ou d'artillerie, mais de 300 mètres de simples fils de pêche et de l'inventivité désespérée d'un ouvrier de maintenance de 38 ans venu du Wisconsin. Un homme qui, jusqu'à cette semaine-là, n'avait jamais tiré sur qui que ce soit avec l'intention de tuer. Avant la guerre, Thomas Harrigan était père de 3 enfants. Sa femme Margaret était morte d'une pneumonie en 1941, le laissant seul pour élever 2 filles et un garçon, tout en enchaînant les doubles équipes à l'usine de papier de Green Bay. Lorsque l'ordre de mobilisation arriva au début de 1943, il tenta d'obtenir une exemption pour raison familiale. La commission locale refusa. Sa mère âgée s'occuperait des enfants, lui dit-on. Le pays avait besoin de lui plus que ses enfants. En juin 1944, le simple soldat Harrigan, de la 101e division aéroportée, se retrouva quelque part en France, sans savoir précisément où se trouvait son unité. Il portait un fusil qu'il maîtrisait à peine et, au fond de son paquetage, les lettres de ses enfants qu'il relisait chaque soir avant de s'endormir. Le saut sur la Normandie avait éparpillé sa compagnie sur près de 15 kilomètres de territoire ennemi. Il avait atterri brutalement dans un verger, se tordant la cheville au point de ne presque plus pouvoir marcher. Pendant 2 jours, il resta caché dans une grange à moitié effondrée, se nourrissant de rations de secours et prêtant l'oreille au bruit de moteurs sur les routes voisines. À travers les fissures des planches, il observait des colonnes d'infanterie allemandes défiler, les uniformes gris se confondant avec la brume, les pas martelant le sol avec une régularité qui semblait faire vibrer la terre. Au matin du 3e jour, Harrigan comprit qu'il ne pouvait plus rester là. Sa cheville avait doublé de volume, son eau était épuisée, et les voix allemandes qu'il entendait autour de la grange ne laissaient aucun doute. La zone était solidement occupée. Il rassembla son matériel, vérifia son fusil une dernière fois et se prépara à tenter de rejoindre les lignes américaines. Mais lorsqu'il sortit de la grange, dans la pénombre précédant l'aube, il s'immobilisa net. À moins de 200 mètres, éclairé par la lumière blafarde du jour naissant, se tenait ce qui ressemblait à un bataillon entier de soldats allemands. Ils étaient rassemblés dans une vallée étroite, coincés entre 2 lignes de crête, leurs véhicules et leur équipement déployés le long d'une route encaissée qui traversait la dépression. Harrigan distingua au moins 40 camions, de nombreuses motos avec sidecar, plusieurs véhicules blindés et ce qui semblait être de l'artillerie mobile. Les hommes se comptaient par milliers, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient estimer précisément. Des officiers circulaient entre les unités pendant que les soldats vérifiaient leur matériel, manifestement en préparation d'un déplacement d'envergure. Le cœur battant, Harrigan se replia dans la grange. D'après son entraînement, il savait que les forces américaines dans ce secteur étaient dangereusement dispersées, encore occupées à rassembler des unités isolées et à établir une ligne défensive cohérente. Si cette force allemande se mettait en mouvement, elle pourrait percer jusqu'aux plages et menacer l'ensemble de l'opération de débarquement. Mais que pouvait faire un seul homme, blessé, avec 8 cartouches, face à des milliers de soldats? Il pensa à ses enfants, restés dans le Wisconsin. Sarah, l'aînée, 14 ans déjà, avait dû devenir la femme de la maison. David, 11 ans, s'efforçait d'être courageux le jour de son départ. La petite Emma, 8 ans à peine, avait pleuré pendant 2 heures entières sur le quai de la gare. Il leur avait promis de rentrer. Il avait juré d'être prudent, de ne pas prendre de risques inutiles. Et pourtant, il avait aussi promis à son pays de faire son devoir lorsqu'on l'appellerait. Avec méthode, Harrigan passa en revue son équipement. 5 grenades à fragmentation, un fusil, 8 cartouches, un couteau de combat et quelques effets personnels. Puis, dans une poche de son sac, il tomba sur un objet qui le fit hésiter. Une bobine de fil de pêche rapportée de chez lui du monofilament résistant, celui qu'il utilisait pour pêcher le brochet dans la baie de Green Bay. Il l'avait emporté sur un coup de tête, imaginant peut-être pouvoir compléter les rations militaires.
La bobine contenait environ 300 mètres de fil, capable de supporter 20 kilos de traction, presque invisible et étonnamment solide. Une idée commença à prendre forme dans son esprit. Elle était absurde, presque ridicule, mais c'était la seule qu'il avait. La route encaissée où les Allemands se rassemblaient formait un véritable goulet d'étranglement naturel, bordé de talus abrupts couverts de broussailles épaisses et d'arbres anciens. Elle était à peine assez large pour laisser passer 2 véhicules de front et s'étirer sur environ 500 mètres avant de déboucher sur des champs ouverts. Si la colonne s'y engageait, elle serait étirée, comprimée, exposée, une longue file vulnérable, piégée dans un passage trop étroit pour manœuvrer. Pendant les 2 heures qui suivirent, Arrigon travailla malgré une douleur si intense qu'elle lui brouillait parfois la vue. En restant plaqué contre un flanc du talus, dissimulé dans les broussailles, il tendit son fil de pêche d'arbre en arbre à différentes hauteurs. Il forma des boucles, des nœuds coulants, tissant peu à peu un enchevêtrement presque invisible de fils à travers le passage étroit. Tous les quelques mètres, il fixa une grenade à un tronc, reliant le fil à la goupille de manière à ce qu'une traction suffisante puisse l'arracher. Le principe était élémentaire. Lorsque les premiers véhicules heurteraient les fils tendus en travers de la route, ceux-ci se tendraient si brutalement. La tension se propagerait le long du fil jusqu'aux grenades dissimulées sur les côtés. Les goupilles sauteraient, les grenades exploseraient. Dans l'espace confiné de la route encaissée, l'effet serait démultiplié et les talus abrupts rendraient toute manœuvre presque impossible. Mais le plan de Arrigon allait plus loin. Il ne voulait pas seulement ralentir la colonne. Il voulait l'emprisonner. Une fois les grenades installées sur les 200 premiers mètres, il se rendit à l'extrémité du passage là où la route débouchait sur les champs ouverts. Avec le fil restant, il imagina un piège plus discret. Il tendit des lignes à hauteur de cheville à la sortie de la route, sans y fixer d'explosifs. À la place, il attacha les fils à de grosses branches mortes, qu'il plaça en équilibre précaire sur le talus dominant la chaussée. Lourdes, encore chargées de feuillage, elles étaient prêtes à basculer au moindre choc pour s'effondrer à l'entrée de la route. Cela ne bloquerait pas les véhicules, mais les ralentirait, et surtout sèmerait le doute. La route était-elle dégagée ou obstruée? Arrigon connaissait parfaitement les failles de son dispositif. Le fil pouvait être repéré. Un seul soldat en reconnaissance suffisait à tout neutraliser. Les grenades pouvaient ne pas fonctionner. La tension nécessaire pour arracher les goupilles pouvait dépasser ce que le fil pouvait supporter. Et même si tout se déroulait comme prévu, 5 grenades ne pouvaient ne pas arrêter des milliers d'hommes. Au mieux, il provoquerait un court retard, un instant de désordre. Mais tandis qu'il achevait ses préparatifs et se hissait péniblement vers un poste d'observation dissimulé dans le talus, une pensée s'imposa à lui. Parfois, l'histoire n'a besoin que de cela. Un instant de confusion. La colonne allemande se mit en mouvement peu après 10 heures du matin. Depuis sa cache, à une centaine de mètres au-dessus de la route, Arrigon observait. À travers la brume et la pluie fine, il distinguait des officiers réglant la circulation, des motos à sidecar se positionnant en tête, puis camion après camion remplis de soldats avançant lentement. Le grondement des moteurs envahit la vallée, un bruit sourd et continu qui semblait monter du sol lui-même. La première moto s'engagea dans la route encaissée, avançant prudemment dans le passage étroit. Derrière elle suivirent un véhicule blindé, des camions, d'autres motos, puis des fantassins marchant entre les véhicules. En quelques minutes, toute la route fut saturée d'hommes et de machines, une colonne compacte s'étirant sur l'ensemble des 500 mètres. Les Allemands avaient fait exactement ce qu'Arrigon espérait, ils avaient déconcentré toute leur force dans ce goulet vulnérable. Les mains tremblantes, il observait la scène. Une part de lui souhaitait que les premiers véhicules passent sans rien toucher, que les fils soient en manqués, que tout cela n'ait jamais lieu, pour ne pas avoir à porter le poids de ce qu'il avait déclenché. Une autre pensait aux parachutistes américains disséminés dans le bocage en infériorité numérique, comptant sur des inconnus pour leur gagner du temps. À 10h23, la moto de tête heurta le premier fil. Arrigon vit le nylon se tendre brusquement, résister contre les troncs, transmettre la traction sur toute sa longueur. Une fraction de seconde passa. Rien ne se produisit. Puis la première grenade explosa. L'explosion, modeste à l'échelle d'une bataille, devint dévastatrice dans l'étroitesse de la route. La moto fut projetée sur le côté, son conducteur éjecté. Le blindé qui suivait freina brutalement, son chef surgissant de la tourelle pour comprendre ce qui se passait. Des cris éclatèrent en allemand, se superposant dans la confusion. Puis une deuxième grenade explosa.
puis une troisième. Arrigon les avait disposées avec soin, chacune reliée à un fil différent, déclenché à un point précis. En tentant de reculer ou de contourner les débris, les véhicules tendirent d'autres fils, provoquant de nouvelles détonations. La quatrième et la cinquième explosèrent presque simultanément, dressant un mur de fumée, de terre et de débris dans la portion la plus étroite du passage. La colonne s'immobilisa totalement. Ce qui suivit dépassa ce que Arrigon aurait su expliquer plus tard aux officiers du renseignement. Les Allemands ne se contentèrent pas de dégager la route. Ils réagirent comme s'ils faisaient face à une attaque organisée et soutenue. Des soldats sautèrent des camions et prirent position sur les talus. Les officiers hurlèrent des ordres. Des mitrailleuses furent braquées vers les bois. Les opérateurs radio se mirent à transmettre frénétiquement. Tout le bataillon adopta une posture défensive, persuadé d'être tombé dans une embuscade qui, en réalité, n'existait pas. Et cette réaction créa aussitôt un nouveau problème. Avec des milliers d'hommes désormais déployés sur les talus, armes pointées et positions établies, la colonne ne pouvait plus reprendre sa progression. Les véhicules étaient incapables de faire demi-tour dans cet espace étroit. Les soldats, cherchant un abri, encombraient un tôt la chaussée. Ce qui n'était, quelques minutes plus tôt, qu'une formation de déplacement organisée se transforma en un périmètre défensif figé, coincé dans une route encaissée sans la moindre possibilité de manœuvre. Pendant près de 3 heures, Arrigon observa les officiers allemands tenter de reprendre le contrôle de la situation. Des patrouilles furent envoyées dans les bois alentours sans rien découvrir. Des équipes du génie s'efforcèrent de dégager la route, avançant avec une lenteur prudente, convaincus que le moindre mouvement pouvait déclencher des tirs ennemis. Des périmètres de sécurité furent mis en place et d'autres unités furent appelées en renfort pour faire face à une attaque qui ne se produisit jamais. Ainsi, un bataillon entier, avec ses véhicules et son matériel, demeura paralysé par la crainte d'une embuscade composée d'un seul parachutiste blessé, à court de munitions et de fils de pêche venus du Wisconsin. Ce que Arrigon ignorait et ne pouvait imaginer, c'est que ces gestes avaient provoqué des conséquences bien au-delà de ce ravin. Les messages radio allemands signalant une attaque dans le secteur parvinrent jusqu'au quartier général de la division. Le commandant, convaincu que des forces américaines importantes avaient infiltré l'arrière de ses lignes, ordonna l'arrêt de 2 autres bataillons qui s'apprêtaient à marcher vers les plages. Il redéploya ses unités de réserve pour parer à ce qu'il croyait être une offensive coordonnée contre ses arrières et repoussa sa contre-attaque prévue de 6 heures, le temps d'évaluer la situation et de sécuriser ses flancs. Ces 6 heures changèrent tout. Lorsque le bataillon allemand parvint enfin à dégager la route encaissée et à reprendre sa marche, les forces américaines du secteur avaient mis à profit ce répit inespéré. Les parachutistes dispersés s'étaient regroupés avec les unités débarquées depuis les plages. L'artillerie avait été avancée. Les communications, enfin établies, permettaient une coordination efficace. Ce qui avait été une ligne de défense fragile et désorganisée était devenu un dispositif cohérent et solide. Quand la contre-attaque allemande, retardée, se déclencha finalement, elle ne se heurta pas à des éléments isolés, mais à une résistance organisée. L'assaut échoua. La tête de pont américaine en Normandie tint bon. Arrigon n'assista à rien de tout cela. Peu après que la colonne allemande eut finalement repris sa progression en fin d'après-midi, il quitta péniblement son poste d'observation et se mit à boiter vers l'est, s'aidant de son fusil comme d'une béquille. Sa cheville avait tellement enflé qu'il dut couper sa botte pour s'en libérer. Cela faisait presque 4 jours qu'il n'avait pas mangé. Il s'effondra 2 fois d'épuisement avant d'être découvert, le 8 juin, par une patrouille de la 101e division aéroportée, délirant de fièvre et à peine conscient. Il se réveilla 3 jours plus tard dans un hôpital de campagne, la cheville immobilisée dans un plâtre, la fièvre retombée avec à son chevet un capitaine du renseignement militaire, carnet à la main. Il s'appelait Morrison et tentait de reconstituer les événements survenus dans le secteur où Arrigon avait opéré. Les rapports allemands faisaient état d'une forte résistance, mais du côté américain, aucune unité n'avait signalé de combat à ces heures précises. Morrison avait interrogé des dizaines de soldats, questionné des prisonniers allemands et étudié des documents capturés sans parvenir à comprendre ce qui s'était réellement passé. Puis quelqu'un se souvint d'un soldat fiévreux parlant sans cesse de fils de pêche et de grenades. Morrison écouta le récit d'Arrigon, son expression passant peu à peu du scepticisme à l'étonnement. Il lui demanda de répéter certains détails, à plusieurs reprises, notant tout avec soin.
Ensuite, il partit sans un mot. Arrigon ne le revit pas pendant 2 semaines. Lorsque Morrison revint, il était accompagné d'un colonel de l'état-major divisionnaire et d'un photographe de guerre. Le colonel s'assit près du lit et lui annonça une nouvelle qu'Arrigon eut du mal à croire. Selon les estimations du renseignement, son piège improvisé avait retardé entre 10 000 soldats allemands pendant 3 à 6 heures, à un moment crucial. Ce délai avait contribué à l'échec d'une contre-attaque majeure qui aurait pu menacer l'ensemble du débarquement. Le fil de pêche et les grenades n'avaient pas arrêté l'ennemi, mais ils avaient acheté du temps, et en Normandie, durant ces premiers jours désespérés, le temps était la ressource la plus précieuse. Le colonel ajouta autre chose encore. Dans la confusion de la route encaissée, au moins une vingtaine de soldats allemands avaient été blessés par les explosions ou dans le chaos qui avait suivi. Plusieurs véhicules avaient été endommagés, du matériel perdu. Mais surtout, l'impact psychologique de cette embuscade supposée s'était propagé à l'ensemble de la division, renforçant l'idée que les forces américaines étaient plus nombreuses et mieux organisées qu'elles ne l'étaient réellement. La peur, conclut-il, pouvait être une arme aussi efficace que les balles. Arrigon demanda s'il retournerait au front. Le colonel secoua la tête. Sa blessure à la cheville nécessitait une évacuation vers l'Angleterre pour des soins appropriés, puis, très probablement, un retour aux États-Unis. La bataille de Normandie se poursuivrait sans lui. Sa part était terminée. Avant de partir, Morrison lui remit un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une bobine de fil de pêche, neuve. Un mot y était attaché, de la part des gars de la 101e. Quand tu seras rentré, attrapant un gros pour nous. Arrigon rentra dans le Wisconsin en août 1944. Sa cheville ne guérit jamais complètement, le laissant avec une boiterie permanente. Il reprit son travail à l'usine de papier, à temps réduit, et retrouva sa vie de père seul, élevant ses 3 enfants avec l'aide de sa mère et de la communauté soudée de Green Bay. Il parlait rarement de ce qu'il avait vécu en Normandie. Lorsqu'on l'interrogeait sur la guerre, il répondait simplement qu'il avait été blessé lors du débarquement et renvoyé chez lui. Il n'évoquait ni le fil de pêche, ni les grenades, ni la route encaissée. Les lettres qu'il avait portées à travers la France furent rangées dans une boîte, au grenier, et il s'efforçait de ne pas penser aux hommes blessés, ni à la peur qu'il avait déclenchée. Et pourtant, certains dimanches matins, dans le calme de l'aube, il emmenait son fils David pêcher sur la baie. Ils lançaient leurs lignes dans l'eau grise, regardant le fil presque invisible décrire un arc dans l'air avant de toucher la surface. Alors, Arrigon songeait à la tension, au moment précis, à ces instants où des choses minuscules prennent soudain une importance démesurée, à l'étrange imprévisibilité des événements humains. David lui demandait parfois à quoi il pensait. Arrigon souriait et répondait qu'il pensait aux poissons. Ce ne fut qu'en 1968, alors que David effectuait à son tour son service au Vietnam, qu'Arrigon raconta enfin toute l'histoire à ses enfants. David avait écrit à son père pour lui confier son découragement. Il avait l'impression que rien de ce qu'il faisait n'avait d'importance, qu'il n'était qu'un rouage insignifiant dans une machine gigantesque, impuissant à influer sur le cours des choses. Arrigon lui répondit par une longue lettre dans laquelle il décrivit en détail ses 3 jours en Normandie. Il parla de la peur, de la douleur, de l'idée absurde d'utiliser du fil de pêche contre des milliers de soldats. Il évoqua l'improbabilité presque ridicule que cela ait fonctionné, et plus encore le fait que cela ait réellement compté. Il écrivit que l'histoire ne se construit pas seulement par les généraux et les politiciens, mais aussi par des gens ordinaires accomplissant de petits gestes dont les effets se propagent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou contrôler. David conserva cette lettre. Des années plus tard, après la mort de son père puis la sienne, sa fille la retrouva parmi ses affaires et la remit au National World War II Museum. Elle y est aujourd'hui conservée aux côtés d'une bobine de fil de pêche que Thomas Arrigon avait gardée toute sa vie sur sa commode, sans jamais s'en servir. Un souvenir de ce matin où 300 mètres de monofilament avaient modifié le destin de milliers d'hommes. Le bataillon allemand, retardé dans la route encaissée, subit de lourdes pertes durant le reste de la campagne de Normandie. Plus de 60% de l'unité furent perdus avant la retraite d'août. Les officiers qui commandaient ce jour-là survécurent à la guerre et furent interrogés par des historiens dans les décennies suivantes. Plusieurs mentionnèrent l'embuscade de la route encaissée comme un moment décisif, celui où ils comprirent pour la première fois que la situation en Normandie était bien plus grave que ce qu'on leur avait laissé croire. Aucun n'apprit jamais que cette embuscade avait été l'œuvre d'un seul homme, armé de 5 grenades et de fils de pêche venus du Wisconsin.
Dans le secteur où Arrigone avait agi, les forces américaines finirent par rejoindre les troupes principales du débarquement et participèrent à la percée hors de Normandie. La 101e division aéroportée poursuivit les combats aux Pays-Bas et en Belgique, ajoutant de nouveaux faits d'armes à une réputation déjà légendaire. Beaucoup des soldats qui bénéficièrent du délai créé par Arrigone ne surent jamais pourquoi leur position avait tenu, pourquoi la contre-attaque attendue était arrivée si tard, ni pourquoi on leur avait laissé le temps de se préparer. Dans l'historiographie militaire, les événements du 7 juin 1944 dans ce secteur précis de la Normandie sont généralement décrits comme une période de confusion allemande et de réaction retardée. Les historiens évoquent des renseignements défaillants, des problèmes de communication et le chaos propre aux premiers jours de l'invasion. Le rôle du piège improvisé de Thomas Arrigone n'apparaît que dans quelques études spécialisées, souvent reléguées au rang de simples anecdotes. Mais pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont vécu ces premières journées où l'issue restait incertaine, ces heures furent déterminantes. Le temps ne se mesurait pas en jours, mais en minutes. Un retard de 6 heures équivalait à une éternité. Un instant de confusion pouvait faire la différence entre la survie et la défaite. Et les gestes d'un parachutiste blessé, armé de fils de pêche et de grenades, aussi improbables, aussi dérisoires qu'ils puissent paraître, leur avaient offert ce temps. Thomas Arrigone vécut jusqu'à l'âge de 79 ans. Il mourut en 1985, entouré de ses enfants et petits-enfants. Son avis de décès, publié dans un journal de Green Bay, mentionnait son service en France sans entrer dans les détails. Il fut enterré avec les honneurs militaires dans un petit cimetière à l'extérieur de la ville. Sa pierre tombale portait simplement son nom, ses dates et l'inscription « 101st Airborne Division, World War II ». 3 mois après ses funérailles, une lettre arriva de France chez sa fille Sarah. Elle venait d'un historien français qui, en étudiant les événements de Normandie, avait découvert des références aux actions d'Arrigone dans les archives américaines. Il cherchait des informations supplémentaires, des documents personnels, des lettres susceptibles d'éclairer ce qui s'était réellement passé. Il travaillait sur un livre consacré aux gestes modestes, souvent ignorés, qui avaient contribué au succès de l'invasion. Sarah lui envoya une copie de la lettre écrite à David en 1968, ainsi que des photographies de la bobine de fil de pêche conservée après la mort de son père. L'historien répondit, exprimant sa gratitude et son étonnement. Malgré des dizaines d'entretiens et l'examen d'innombrables documents, c'était la première fois qu'il rencontrait un témoignage aussi clair sur l'usage de moyens aussi atypiques pour produire un impact tactique réel. Le livre fut publié en 1987. Le livre consacrait un chapitre entier à Thomas Arrigone et à son piège de fil de pêche. Il portait un titre volontairement provocateur, « L'arme ridicule ». On y détaillait la nature entièrement improvisée du dispositif, l'incroyable improbabilité de sa réussite et surtout l'impact stratégique majeur du retard qu'il avait provoqué. L'ouvrage devint une lecture obligatoire dans plusieurs académies militaires, utilisée comme exemple de créativité, d'adaptabilité et d'initiative individuelle en situation de combat. Lorsque Sarah lut ce chapitre, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se souvenait de son père comme d'un homme discret, travailleur, profondément attaché à ses enfants, qui partaient pêcher le dimanche matin. Jusqu'à ces pages, elle n'avait jamais mesuré à quel point ses actes avaient été extraordinaires, ni combien de vies avaient été influencées par ce qu'il avait accompli en 3 jours, en France. Elle comprit alors pourquoi cette bobine de fil de pêche avait toujours trôné sur sa commode, pourquoi il lui arrivait de la fixer avec une expression qu'elle ne savait interpréter, et pourquoi il l'avait conservée même lorsque le plastique avait jauni et s'était fissuré avec le temps. Ce n'était pas un trophée, c'était un rappel, le rappel du poids des gestes infimes, de la responsabilité attachée au moment de décision et de cette vérité que ce qui paraît absurde sur l'instant peut prendre, avec le recul, une importance considérable. La route encaissée de Normandie, où les faits se sont déroulés, fait aujourd'hui partie d'un itinéraire historique balisé que les visiteurs peuvent parcourir à pied. Une petite plaque qui a été installée en 1992, évoquant l'action menée en juin 1944. Elle mentionne le nom de Thomas Arrigone et résume brièvement ce qu'il a accompli. Le fil de pêche n'y est pas explicitement cité, remplacé par la formule plus vague « obstacle improvisé ». Mais les guides locaux connaissent l'histoire dans son intégralité et la racontent souvent à ceux qui s'arrêtent devant le panneau. Au fil des années,
Plusieurs vétérans de la 101e division aéroportée ayant connu Arrigone ou combattu dans le même secteur sont venus sur les lieux. Ils se tiennent près de la plaque, observant les talus et la route étroite, essayant d'imaginer un homme blessé, seul, tendant du fil dans l'obscurité, pendant que des milliers de soldats ennemis se massaient à proximité. Certains y laissent de petits témoignages, une pièce, un insigne, un mot de remerciement. En 2003, un ancien combattant venu avec son petit-fils accrocha un leurre de pêche à la plaque. Un hommage discret à cet art claroulant arrondissait cette arme ridicule qui avait sauvé des vies. Les archives militaires allemandes récupérées après la guerre contiennent de nombreuses mentions de l'incident de la route encaissée. Les rapports parlent d'une embuscade menée par des forces inconnues, de dispositifs improvisés et d'une perturbation majeure des opérations prévues. L'un d'eux, rédigé par un jeune officier se trouvant dans le véhicule de tête, exprime une frustration évidente. Malgré des recherches approfondies, aucun ennemi n'avait été découvert dans les environs immédiats, et les dispositifs employés semblaient nés d'une simplicité déconcertante. L'officier se disait incapable de comprendre comment des moyens aussi rudimentaires avaient pu se révéler si efficaces contre une force de cette ampleur. Cette incompréhension illustre une vérité plus large sur la nature des conflits et leur déroulement imprévisible. La planification militaire met l'accent sur l'organisation, la puissance de feu, l'entraînement et la coordination. Les généraux déplacent des divisions sur des cartes et calculent des probabilités à partir de la supériorité numérique. Mais sur le terrain, à l'instant précis de l'action, l'histoire est souvent façonnée par des individus qui réagissent à une situation donnée avec les moyens dont ils disposent. Un fil de pêche devient une arme. Un retard de quelques heures prend une valeur stratégique. L'idée jugée ridicule d'un seul homme modifie le sort de milliers d'autres. Thomas Arrigone n'aurait jamais pu anticiper tout cela lorsqu'il tendait son fil entre les arbres, sous la pluie, en ce matin de juin 1944. Il cherchait simplement à survivre, à être utile, à donner un sens à sa présence à cet instant précis. Il pensait à ses enfants restés au pays et à la promesse de revenir vivants. Il pensait aux colonnes d'hommes qu'il avait vues marcher sur les routes et aux positions américaines vulnérables qu'il savait quelque part dans le bocage. Il se disait que même si son plan était absurde, même s'il échouait complètement, au moins aurait-il essayé. Et en essayant, il déclencha quelque chose qui se propagea bien au-delà de ce qu'il pouvait voir ou comprendre. Il offrit du temps à des hommes qui en avaient désespérément besoin. Il sema la peur là où régnait la confiance. Il démontra que l'ingéniosité peut triompher d'obstacles insurmontables, que des objets ordinaires peuvent devenir des armes extraordinaires et qu'un seul individu peut compter même face à des milliers. Il montra que la frontière entre le ridicule et l'héroïque est parfois aussi fine qu'un fil de pêche et tout aussi résistante. Ainsi s'achève notre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à partager vos impressions. Quel aspect de ce récit vous a le plus surpris ? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale et regardez la vidéo à l'écran pour une nouvelle plongée dans l'histoire. À la prochaine.